c'est Madame Cassandra Bonnet, qui va partager son travail sur la fonctionnalité des champignons, une filière en croissance à potentialité d'impact conséquent. Donc, qui est Cassandra Bonnet? Cassandra Bonnet travaille comme spécialiste en sciences alimentaires, enseignante et consultante avec une expérience internationale dynamique dans les domaines de la technologie agroalimentaire, de la sécurité alimentaire et du développement durable. Elle fait le pont entre diverses cultures et divers domaines techniques grâce à son travail dans les milieux universitaires, de la recherche et de l'industrie. Elle est titulaire d'une maîtrise en sciences et technologies agroalimentaires de l'Université autonome de Chapingo au Mexique et d'un diplôme en génie des industries alimentaires avec une spécialisation en sécurité alimentaire de l'ITESA, Institut technologique supérieur de l'Est de l'État d'Hidalgo au Mexique. Ses contributions scientifiques comprennent plusieurs publications évaluées par des pairs, des présentations lors de conférences internationales sur la caractérisation physico-chimique et fonctionnelle des isolats de protéines et des enzymes d'origine fongique, explorant leurs possibles applications dans l'industrie alimentaire. Animée par un engagement en faveur de la sécurité alimentaire, du développement durable et de l'éducation, son profil est orienté vers une carrière internationale contribuant de manière significative à l'innovation scientifique et au développement social. C'est avec plaisir que je vais passer la parole à l'ingénieure Cassandra Bonnet. Merci beaucoup, Marie-Phil, pour votre introduction. Alors, je vais procéder au partage de mon écran. Bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de pouvoir prendre part à cette grande conférence. Alors, je vais procéder au partage de mon écran. Et tout d'abord, je tiens aussi à féliciter et, et tous les acteurs qui ont pu partager avec nous leurs recherches. Et j'étais en train de suivre quelques-unes de ces présentations et je tiens à les féliciter également. Alors, est-ce que vous pouvez voir mon écran? C'est bon, je peux Oui, commencer ma présentation? oui. Ok, très bien. Alors, comme déjà mentionné par Madame Riffy, aujourd'hui, on va parler un peu sur un sujet particulier, une filière particulière, et celle des champignons. C'est peu évoqué dans ce domaine-là, dans ce cadre-là où nous sommes. Mais aujourd'hui, on va en parler un petit peu. Et c'est la raison pour laquelle que le titre de notre présentation, c'est Fonctionnalité des champignons, une filière en croissance à potentialité d'impact conséquent. Alors, pour pouvoir appuyer ce sujet, je vais m'appuyer un peu sur une partie d'une recherche que j'avais effectuée et sur le huitlacoche. Le huitlacoche, c'est un aliment que, qui, qui est, qui est produit à base de, c'est comme le résultat, on pourrait dire, de la prolifération d'un champignon qui, qui affecte le maïs, qui infeste le maïs. Alors, euh, pendant un certain temps, des années passées, il y a eu, bon, jusqu'à présent, sur le plan phytosanitaire, il y a une sorte de lutte contre cette infestation. Mais d'une autre part, et depuis des années très anciennes, précoloniales au Mexique, cet aliment était consommé par des indigènes, des Aztèques. Et cette consommation continue jusqu'à ce jour, non seulement au Mexique, mais dans différents autres pays dans le monde, en l'occurrence la France, le Japon, les États-Unis. Alors,
Euh, d'une part, il y a des études qui se font pour pouvoir stopper cette activité de prolifération naturelle, mais d'autre part, il y a des recherches aussi qui se font pour pouvoir améliorer le système de production de façon contrôlée et artificielle de cet aliment en inoculant le champignon Ustilagomaesis de façon contrôlée le maïs et voir ce que vous voyez qui est le riz pacotier et qui se consomme, comme vous pouvez observer, avec des tortillas. Alors, de façon générale, les champignons présentent des avantages particuliers euh, euh, à différents ordres. Par exemple, sur le plan environnemental, et vu au cycle de production de cet aliment et au cycle de développement qui est très court, euh, cela permet au système de production de laisser une empreinte environnementale qui est très faible de, de- dans notre écosystème, dans le milieu, dans notre environnement. Et finalement, sur le plan nutritionnel, et les champignons présentent un profil nutritionnel assez intéressant et les glucides, considérant la matière sèche, représentent entre 50 à 60%. Et, et la majeure partie constitue une bonne partie constitue des sucres simples, des polysaccarides comme les bêta-glucanes et la pectine, des fibres solubles et insolubles. Et d'autre part, la proportion protéique également, les protéines représentent entre 20 à 10%, ce qui est intéressant également, avec une présence des aminoacides assez notable aussi. Et puis, les lipides aussi, en termes de lipides polyinsaturés, et acides linoléiques, oléiques aussi, qui sont représentés dans ce type d'aliments, et les vitamines et minéraux. Et en plus de cette composés nutritionnels, il y a aussi des composés bioactifs qui sont présents euh, et ces composés et donnent à, aux champignons certaines propriétés, certaines fonctionnalités qui peuvent être très bénéfiques pour la santé. Voilà, par exemple, des propriétés antioxydants, euh, des propriétés anti-inflammatoires, antimicrobiennes, antitumorales, antidiabétiques. Euh, il permet de protéger aussi notre système cardiovasculaire, des propriétés anticancéreuses, entre autres. Et parmi ces composés, nous pouvons voir il y a les peptides bioactifs aussi qui ont une participation particulière au niveau de ces propriétés qu'on vient de voir. Alors, toutes ces informations, ces avances au niveau avancées scientifiques euh, nous ont euh, nous ont permis de nous poser la question, quelle part aura, pourrait jouer, pourrait avoir le Huitla côtier, la protéine du Huitla côtier au niveau de la biofonctionnalité que cela pourrait apporter dans la santé de l'humanité. Et c'est la raison pour laquelle on s'était proposé ces deux objectifs. Premièrement, d'isoler la protéine du Huitla côtier sans traitement thermique et préalablement traité thermiquement en milieu aqueux et lipidique afin de pouvoir la caractériser physico-chimiquement et biologiquement. Et par la suite, évaluer l'effet de la digestibilité in vitro sur le potentiel antioxydant de l'isolat de protéines de Whitlock coaché soumis à ce traitement qu'on vient de mentionner. Alors, pour pouvoir parvenir à l'atteinte de ces objectifs, on a procédé à la méthodologie suivante. On va passer un petit peu rapidement là-dessus, sans donner beaucoup plus de détails. D'abord, on a procédé aux analyses préliminaires et puis par la suite, l'application des différents traitements qu'on vient de mentionner antérieurement. Et une fois ces traitements appliqués, on a procédé à ces
analysent la détermination de la digestibilité in vitro de ces isolats, la distribution des poids moléculaires par électrophorésiel en gel de polyacrylamide, et l'activité antioxydant en utilisant les radicaux DPPH et ABTS, euh, les composés phénoliques totaux et puis la teneur, déterminer également la teneur totale en flavonoïdes. Et par la suite, procéder aux analyses statistiques. Euh, alors, une fois terminé l'isolat, le processus de ces alors, on a obtenu comme résultat de la digestibilité protéique relative que euh, la digestibilité était en quelque sorte euh, en comparaison à d'autres types de protéines et c'était intéressant la digestibilité de toutes les protéines. Et considérant la protéine de l'isolat de protéines, non, considérant l'échantillon de l'isolat de protéines est soumis au traitement thermique en milieu lipidique, cet, cet échantillon a présenté une digestibilité beaucoup plus élevée. Et cela est dû à la température, bien entendu, qui a permis ce dédoublement, on pourrait dire, de la protéine et aussi l'exposition de la surface hydrophobe de, 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 de la protéine en soi. Et surtout que cette surface hydrophobe est en milieu lipidique peut interagir, peut et entrer en interaction avec le milieu en soi. Alors, la température est également élevée, très, très élevée. Alors, cela a permis d'obtenir une meilleure digestibilité que dans les autres cas. Alors, on va pas rester trop là-dessus. Les résultats qui ont été beaucoup plus intéressants, c'est après cette digestibilité, en déterminant la distribution des poids moléculaires, on a pu attester que il y a eu la libération de peptides au niveau de au niveau de des différents isolats de protéines qu'on avait pu avoir. Alors, ces isolats de protéines, pour faire court, ont présenté des activités antioxydantes. Et chacun de ces isolats, non, chacun de ces peptides, pardon, ont présenté, ont démontré une activité antioxydante. Alors, cette activité antioxydante, euh, euh, on a pu également déterminer que, d'une part, était due à, aux polyphénols qui sont présents parce qu'on avait déterminé les composés phénoliques totaux et les flavonoïdes. On avait pu voir qu'il y avait aussi la présence de ces molécules, mais d'autre part, on a pu aussi observer que cette activité était due aux protéines, aux peptides libérés dans le milieu de par les différentes analyses qu'on a pu réaliser sur la différence entre les molécules digérées et les molécules non digérées. Alors, pour faire qu'on n'a pas pu très détailler, démontrer un peu cette partie-là, mais j'ai voulu vraiment mentionner cela. Alors, tenant compte de tout ce qu'on a mentionné tout à l'heure, et cela nous a attiré l'attention pour pouvoir considérer le djodjo qui est un champignon de notre pays. Et c'est un champignon que en pile monde connaît en Haïti et nous utilisons aussi. Nous très fiers tout pour nous parler de lui et de notre fameux riz noir. Alors, selon euh, certains euh, revues, certaines revues, euh,
ce chantant Satiré-Diassé. Alors, cette partie-là, il y a plusieurs recherches qui se sont réalisées avec des champignons de cette même famille qui ne sont pas le diondio en soi, mais dans d'autres pays, il y a d'autres familles de Satyridiacées qui ont été étudiées. Alors, selon et, ce qui est déjà publié, il y a euh, plusieurs auteurs ont mentionné que cette famille est riche en protéines, en polysaccharides, minéraux, vitamines et aussi en prébiotiques qui constituent en grande partie des fibres. Alors, quant aux données spécifiques pour notre patrimoine gastronomique, euh, on ne trouve pas ces genres de données. On ne trouve pas ces genres de données. Il y a des recherches qui se font, mais timidement, mais en ce qui a trait à une orientation vers l'exploitation nutritionnelle et fonctionnelle, ces genres de données n'existent pas encore. Alors, la question qu'on se pose, ne pourrait-on pas mieux profiter du Djundjun en Haïti? Euh, Quand on observe, et certes, on aime le Djundjun, on est fier d'en parler. Et quand on consomme ce produit, on utilise uniquement la partie soluble parce que euh, si, si gen on avis contraire, nous avons toujours fait part de lui. Mais les n'a consommé Djonjon, selon ça que nous, habituellement, nous faisons, c'est juste mettre tremper et puis utiliser de l'eau qui gagne toute matière soluble, et soluble là-dedans, et de là, nous fait du rien avec lui. Si gagne un avis contraire, nous avons toujours fait part de lui. Alors, alors que Djonjon gagne plus là-dedans que ça. De l'eau a vraiment des nutriments, certes, mais en plus de ça, il gagne l'autre nutriment tout qui était capable vraiment exploiter, qui était capable bénéfique pour nous et que nous jeter. Euh, c'est ça fait que moi appuyer sur recherche ça que nous fait sous la côtière pour nous capable ouais que comment nous capable mieux profiter de l'île. Par exemple, au Mexique, oui, la côtière, yo consommé de façon intégrale. C'est pas seulement de l'eau ou du moins yo prend un liquide, yo prépare un plat dans ce sens ça. C'est tout euh, manger de façon intégrale qui permet yo profiter non seulement de parties qui sont solubles, mais aussi de parties qui insolubles en tout. Il y a des protéines insolubles, il y a les matières lipidiques on a vu tout à l'heure, les acides linoléiques, tout ça, ce sont des produits non solubles qui pourraient apporter des bénéfices pour notre système. Et dernièrement, j'étais en train de voir une publication que les Dominicains avaient fait sur le djundjun et il y avait des commentaires qu'ils avaient fait et ils ont dit que djundjun, hein, nous, Haïtiens, yo te pale bien de Djonjo. Yo di Haitien yo fait du riz noir, te gen yon japonaise qui te vle fè, ki ta reme manje du riz, yo te fon on Haitien pare du riz tout pour japonaise, nan, li te remel tout ça. Mais un commentaire qui dit, Haitien yo seulement utiliser de l'eau Djonjo. Mais nous-mêmes, nous utilisons toute partie Djonjo, juste pour montrer que yo même yo font une meilleure utilisation de Djonjo que peut-être. C'est comme ça me te comprendre, dans ce sens-là. Alors, nous tout, d'autre part, juste pour appuyer encore le fait que nous sommes capables de faire une meilleure utilisation de Dion, nous avons le fameux shiitake, qui c'est un Dion qui, bon, son champignon, nous m'avons dit, son champignon qui est très consommé dans le monde. Au Japon, c'est le troisième champignon le plus consommé et qui présentait des propriétés qui très, des propriétés qui très utilisé, vu avec composé que le gain yo,
comme des vitamines, des minéraux, les polysaccharides, les polysaccharopeptides et, il y a la lectine, qui sont protéines qui est très important que les gagnent. Alors, yo consommer légalement de façon intégrale, de façon pour capable ingérer tous les différents produits que les gagnent. Et d'autres choses, sur le plan médicinal, et il y a même des traitements thérapeutiques qui se font à base de ce champignon et pour pouvoir aider les personnes atteintes du cancer pour leur donner un traitement thérapeutique. Tout ceci pour nous montrer que notre champignon n'est pas juste un dindon pour faire du riz, et il y a plus qu'on peut faire avec. Et il y a plus aussi qu'on peut déterminer. Il suffit que nous soyons en mesure de pousser et avec la recherche afin de pouvoir voir les, 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 les richesses qu'on peut tirer et comment tirer un meilleur profit de ce champignon. Et cela, c'est une responsabilité que nous, en tant que chercheurs, nous avons. Alors, j'ai voulu présenter tout cela avec vous. Et pour terminer avec notre présentation, j'aimerais vous laisser avec cette question. Comment favoriser un meilleur profit du djundjun en Haïti? Alors, c'est à nous d'apporter une réponse à cette question et aussi de profiter au maximum et de cette ressource que nous avons, d'en prendre soin et de voir comment l'exploiter au maximum. Et c'est tout ce que je voulais présenter. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, je serai ravie de pouvoir les épuiser. Et aussi, pour tout contact, je suis disponible par ces canaux. Merci beaucoup.